PMD, ou dans ces états qu'on pourrait appeler PMD, ou trouble bipolaire, ou autre chose, ou je n'en sais rien quoi. Donc, il ne faudrait pas assimiler trop, il faut se méfier un tout petit peu de ces termes alors qu'on l'aime beaucoup, les termes de mélancolie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'est dit, voilà, on va étudier mieux ce qui se passe pour la mélancolie dans ces domaines-là. Même dans les travaux artistiques ou dans les travaux iconologiques, n'est-ce pas, des thèmes qui sont récurrents. Des thèmes qui sont récurrents quand même dans les tableaux dits mélancoliques. Par exemple, un thème qui est un signe qui ne trompe pas, c'est par exemple le menton dans la main. Ça, c'est un thème récurrent. Mais ça ne veut pas dire que tout sujet qui a le menton dans la main est mélancolique. Il est penseur peut-être, ou rêveur, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup, ou alors, n'est-ce pas, les nuances des lumières, n'est-ce pas, comme dans les tableaux de la croix ou autre. Et un autre thème récurrent, ce sont les outils géométriques ou des outils de l'architecture. Il y a un rapport de la mélancolie avec la perspective, avec les outils. Mais ces outils-là, ils sont inutilisés. Ce sont des outils qui traînent par terre. Ce sont des outils, n'est-ce pas, peut-être que le praticien est fatigué, que le praticien il n'en peut plus, mais il est enfermé un peu comme les pouteaux, vous voyez, les Dürer, n'est-ce pas, les pouteaux, ou ces personnages qui est, vous voyez, dans Mélancolie, ou non, où il est avec ces images-là et plein d'outils d'architecture. Mais, donc il y a une mélancolie géométrale, littéraire, picturale, mais qu'il ne faut pas confondre avec les états psychotiques, parce que ça nous mènerait plus à une conception de la mélancolie qui serait une conception trop ouverte, trop générale, n'est-ce pas, trop dans le sens du caractère, des états d'humeur, comme on dit parfois aussi dans l'économie, des moments de dépression, des dépressions financières, des dépressions économiques. Et là, voilà. Ce n'est pas ça simplement la mélancolie, ce n'est pas simplement une dépression, ce n'est pas simplement une agitation ou un mélange entre une dépression et une agitation. Il y a bien quelque chose de plus que ça, ou autre chose que ça. Ce n'est pas simplement une position cyclotimique ou une position cyclophrène. C'est quelque chose de plus que ça, ou autre chose que ça. Donc, je me suis intéressé au problème de la mélancolie, grosso modo, avant de la nommer, vraiment, c'est les problèmes de ces sujets-là dans la psychiatrie, puisque, malgré tout, l'objet de la psychose est un objet, au moins jusqu'à un certain temps, un objet de la psychiatrie. Maintenant, on ne sait plus, parce que peut-être pour la psychiatrie américaine, la psychose n'existait plus, ou ils aimeraient bien que ça n'existe plus, le terme de psychose. Bon, alors qu'est-ce qu'on met à la place? Parce qu'il y a bien, nous voyons bien qu'il y a des sujets qui sont différents, qui ne sont pas simplement déprimés, qui alternent des moments d'agitation et de dépression, des sujets qui peuvent se considérer comme, par exemple, comme n'existant pas, ou étant seul au monde. Par exemple, un patient qui me dit la vie est désespérante parce que tous les êtres humains que je côtoie sont morts. Le seul qui n'est pas mort, c'est moi. Et c'est horrible. C'est horrible parce que je ne peux pas mourir. Parce que si ma vie est merdique, c'est pour l'éternité. Et comme je suis immortel, je vais souffrir à jamais. Donc c'est terrible. Donc un sujet qui vous parle comme ça, un sujet qui vous parle comme ça, c'est différent de celui qui est l'être humain. C'est différent, même s'il peut l'être aussi. C'est différent de celui qui est agité, même si lui peut être agité aussi. C'est quelque chose d'autre.
Donc, pour pouvoir recentrer les choses, donc, nous nous sommes intéressés aux travaux de la psychiatrie et les grands problèmes qui existent dans la psychiatrie. Je ne vais pas trop parler de chacun de façon exhaustive parce qu'on n'aurait pas le temps, on pourrait parler pendant des heures, mais c'est d'abord le problème de l'étiologie, les problèmes du diagnostic. Jusqu'à quel point, n'est-ce pas, les diagnostics des PMD est valable, ou est-ce qu'il faut les modifier par cette vie des troubles bipolaires, comme c'est marqué dans la psychiatrie orientée par l'Association américaine de psychiatrie. Donc, mon travail est fondé sur les travaux de Lacan, mais attention, je n'essaie pas, jamais essayé de coller disons un dogme théorique. Je n'essaie pas d'être, je n'ai pas l'intention d'être complètement fidèle à une théorie, quelle qu'elle soit. Mais j'essaie d'apprendre ce que les auteurs me disent, n'est-ce pas, et de l'utiliser, mais à ma sauce. Donc, et de voir ce que je peux observer chez les auteurs, mais aussi chez les patients, dans l'échange qu'il y a. Sachant que cet échange, il ne peut pas être objectif. C'est un échange subjectif. On ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, et je commençais à chercher là, et donc je suis arrivé à quelques notions qui sont peut-être nouvelles, originales. Donc, je parle de forclusion maniaque. C'est un type de forclusion, parce que je me dis que la forclusion du nom du père, c'est bien, mais que ça ne suffit pas pour pouvoir comprendre l'étiologie des psychoses, et notamment de la PMD. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est traduit finalement, vraiment, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours, ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, délire des morts. C'est un terme que j'utilise pour parler du délire mélancolique. Donc il y a tout un ensemble de choses qui composent des délires de mort. Ensuite, il y a les facteurs blancs, qui sont, grosso modo, et on va parler après, mais rapidement, ce sont des facteurs de déclenchement. Des choses qui font qu'à un moment donné, la psychose se met en route. C'est-à-dire, la psychose clinique se met en route, et non pas la structure psychotique. Parce que nous pouvons faire une distinction entre trois états, disons, de la psychose. Il y a l'état dans lequel c'est juste la structure psychotique qui est en place, sans forcément qu'il y ait un déclenchement. Ensuite, après, vous avez la psychose clinique, où il y a les symptômes, les phénomènes de la psychose qui commencent à pulluler. Et troisième état, c'est l'état dans lequel, spontanément, ou grâce à une psychothérapie psychanalytique ou autre, et le sujet parvient à créer une stabilisation, ou à créer des suppléances, des choses qui viennent substituer à son problème. Donc il y a trois états de la psychose. Alors, les facteurs blancs, ça serait des facteurs de déclenchement, et ce sont, alors blancs parce que ça compose, je ne vais pas parler trop maintenant, mais c'est rapidement, ce sont des sujets, en fait, parce que je parle beaucoup d'événements. Et en fait, c'est que je pense qu'il y a, pour parler rapidement, sur les deuils, il y a quatre types d'événements de perte. Parce que je travaille beaucoup sur le concept d'événements psychiques et d'événements intersubjectifs. Donc, mon idée, c'est qu'il y a quatre types, disons, d'événements de perte. Non pas de deuil, bah, allez, si vous voulez aller de deuil, mais quatre événements de perte, rapidement. Un premier événement de perte, ou les états liés aux événements de perte, c'est, le premier serait une sorte de deuil que je peux appeler deuil simple, deuil passif. C'est celui où, devant une perte, je veux souffrir. Affectivement, émotionnellement, psychiquement de cette perte. Deuxième,
état, c'est le travail des deuils, c'est l'épreuve des réalités, n'est-ce pas? C'est que ça dure longtemps, c'est ce qu'on dit, faire son deuil. C'est vis-à-vis du premier état, je vais commencer à mettre ensemble, point par point, comme dit Freud, n'est-ce pas? Tous les éléments qui étaient collés, qui étaient branchés, qui étaient connectés à mon lien, à l'objet perdu, à l'objet de la perte. L'idée, c'est que j'ai parlé d'oublier. C'est important d'oublier. N'est-ce pas? Parce que c'est autre chose, ce qui est la condition pour se rappeler, d'ailleurs. N'est-ce pas? Pour pouvoir se rappeler, il faut d'abord oublier. Mais oublier, c'est pas si simple. Donc, le deuxième état, ça serait l'état du travail de... Ces deux premiers états, on peut l'appeler deuil complexe. 1 et 2. Un troisième serait ce qu'on appelle le deuil pathologique, qui est celui où j'essaye de... Je peux souffrir du premier état, évidemment. Pour le deuil pathologique, il faut déjà passer par le premier, forcément. Mais au moment du deuxième, il y a un truc qui s'égrippe. Il y a un truc qui bloque. Et là, je commence à nier le travail du deuil. Je dis, ah non, non, non. Finalement, c'est pas ça, je ne veux pas oublier, n'est-ce pas? Il y a tout un tas des manœuvres, des stratégies qui se mettent en place. Et donc, la chose continue à se répéter dans d'autres situations, n'est-ce pas? Et on induit, par exemple, d'autres pertes. Souvent, ça passe. Je me suis aperçu que cette perte-là va, des préférences, s'est transposée dans l'expérience amoureuse. Et donc, un deuil qui n'a pas été fait à un moment de la vie, ou qui est devenu comme un deuil pathologique, va, des préférences, s'instaurer dans la vie amoureuse. Et le sujet va recréer, répéter, reproduire les schémas d'un deuil non fait, ailleurs, ici. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est un peu. Mais, quatrième possibilité de deuil, quatrième possibilité d'événement de perte, est très différente de ça, qui existe aussi, mais c'est petit. C'est celui qu'on peut appeler deuil blanc. Mais, qui est le sujet, il perçoit, il identifie qu'il y a une perte. Mais ça ne le touche pas. Il ne souffre pas. Il y a une douleur, mais il ne souffre pas. Ça ne le touche pas. Affectivement, émotionnellement. Non pas qu'il se défend, comme dans le deuil pathologique. C'est pas ça. Dans le deuil pathologique, le sujet ne veut pas accepter la perte. Là, non. Il n'a rien accepté. Puisque pour lui, il n'a rien perdu. C'est pas l'autre qui est mort, c'est lui qui est mort. Ou c'est pas l'autre qui est mort, c'est lui qui est vivant immortellement, pour toujours. Qui est vivant sans lui. Non. Et ça, c'est pas que le sujet il fait semblant. C'est que c'est comme ça. C'est une vérité. Et donc, ce n'est pas un deuil blanc, parce que au début, j'ai appelé ça deuil blanc, et je me suis appelé blanc dans le sens où c'est vide. Il n'y a pas... Et ça ne s'inscrit pas, et donc, transposé en théorie lacanienne, ça ne s'inscrit pas dans la chaîne signifiante. Bon, on verra ça après. Mais, donc, le sujet ne s'est... J'allais dire quelque chose sur ma partie. C'est le sujet, il s'aperçoit bien qu'il y a une perte, n'est-ce pas? Mais ça ne le touche pas. Ah, et que donc au départ, j'avais appelé ça deuil blanc, mais je me suis aperçu, n'est-ce pas, qu'il y avait quelqu'un d'autre, André Green, très intéressant. Mais André Green parlait déjà, n'est-ce pas, de deuil blanc. Mais le deuil blanc, c'est pas pareil pour lui. Le deuil blanc, c'est autre chose. Vous savez les textes de La Mère morte d'André Green, vous connaissez? André Green, c'est une autre couleur. André Green. Et lui, et donc, psychanalyste, n'est-ce pas, de la SPP, qui est très âgé, mais très, très intéressant en même temps. On n'est pas d'accord avec lui, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Et donc, il avait fait un travail, je pense que c'est dans l'enfant de ça, ou dans le narcissisme positif et négatif. Narcissisme, la vie des mots.
Et des morts, exactement. Délit et narcissisme des morts. C'est pas dans la psychose.